C'est un monument, un pan de l'histoire automobile et de la compétition automobile. Le rallye Monte-Carlo célèbre son centenaire et pour célébrer ce siècle d'histoire, l'Automobile Club de Monaco a concocté un parcours véritable pèlerinage des lieux cultes de l'épreuve. Entraigues, Burzet, Saint-Bonnet-le-Froid, Saint-Jean-en-Royans, le col de Gaudissart et en point d'orgue, le célèbre col de Turini, réservé aux 60 premiers du classement général. Et il va falloir la gagner, sa place, pour faire partie des heureux élus, car on compte 120 équipages sur la liste des engagés qui s'élanceront tout d'abord du parc d'assistance installé à Valence pour défier ces spéciales devenues mythiques et une météo qui met toujours un point d'honneur à corser les affaires des concurrents. Au-delà du nombre des engagés, c'est surtout la qualité du plateau qui impressionne. Juho Hänninen, champion IRC en 2010. Peter Solberg, champion du monde en 2003. François Delecourt, vainqueur au Monte-Carlo en 1994. Et puis Stéphane Sarrazin, champion des Le Mans Series en 2010. Alex Caffi, ancien pilote de Formule 1. Un double champion du monde junior, P.J. Anderson. Le champion de France, Brian Bouffier. La liste des engagés donne tout simplement le vertige. On notera également l'officialisation en quelque sorte du lien très fort entre l'épreuve mythique et l'Ardèche avec l'inauguration par le prince Albert II de Monaco d'une place du rallye Monte-Carlo à Vals-les-Bains avant un passage obligé à Entraigues en compagnie d'un chauffeur de luxe, Jean Ragnotti. Je pense que ça sera une épreuve très disputée. Je crois qu'on va avoir une très belle empoignade entre les Peugeot de Peter Solberg, de Stéphane Sarrazin, de Brian Bouffier, champion de France des rallyes, et puis les Skoda avec Juho Hänninen, avec Nicolas Vouilloz, avec Freddy Loy, et puis il ne faudra pas oublier un ancien vainqueur du rallye, François Delecourt, et puis les anciens pilotes de Formule 1, Alex Caffi, dont on suivra les évolutions avec grand intérêt. Et puis je salue aussi, et j'ai pu le faire tout à l'heure, tous les équipages monégasques, mais notamment Daniel Elena, qui pour une fois pilote. Et c'est très sympathique de le voir aussi avec le numéro 100, avec le 200 numéro 100 lors de ce rallye. Et puis bien tout cela contribue à faire de ce rallye une célébration et une très belle fête. Le programme de la première journée est copieux avec près de 130 km de spécial. Pas de neige sur la route, les vitesses moyennes s'annoncent donc très élevées. Et ça commence mal pour Andreas Mikkelsen, la nouvelle recrue de Skoda Grande-Bretagne. Découvre le Monte-Carlo et ignore encore que tout peut s'arrêter au bout de quelques centaines de mètres. Il va en faire le triste constat, suspension arrière gauche cassée, c'est déjà fini pour Mikkelsen. Le problème, c'était que nos pneus étaient froids. On avait bien chauffé nos pneus avant le départ de la première spéciale et puis on a été arrêté pendant 3 minutes. Et comme il fait très froid dehors, les pneus sont descendus en température. C'est vraiment dommage, mais je n'aurais jamais imaginé que les pneus puissent descendre aussi vite en température en seulement 3 minutes. Et le premier véritable virage à droite, eh bien la voiture nous a échappé et c'était fini. Troisième du Monte-Carlo l'an passé, Nicolas Vouilloz, champion IRC en 2008, n'a plus roulé en compétition depuis. Là aussi, ça débute dans la douleur pour le Français qui perd plus de 3 minutes, obligé de changer de route durant la spéciale suite à une crevaison. Pour ce Monte-Carlo 2011, Proton dispose d'un effectif de rêve, P.J. Anderson et Chris Atkinson. Un rêve qui tourne vite au cauchemar. Abandon pour le Suédois, suspension cassée dans la spéciale numéro 2 et abandon dès le premier secteur pour Atkinson à cause de problèmes électriques.
Stéphane Sarrazin est le premier à s'illustrer. Le Français signe le premier scratch de la semaine, mais va ensuite être ennuyé par des problèmes d'intercom qui l'empêchent d'entendre les notes de son copilote. Il terminera la première étape en 4e position. S'il est loin de découvrir le Monte-Carlo, Peter Solberg découvre en revanche la 207 S2000 en compétition. Le Norvégien est dans le rythme, immédiatement 3e du général au moment de revenir à Valence, mercredi soir. Vainqueur de 3 épreuves l'an passé en seulement 4 apparitions au volant de la Skoda Fabia, Freddy Loix se positionne immédiatement aux avant-postes. Vainqueur de la dernière spéciale du jour, Loix occupe alors le 2e rang au général. Mais le plus impressionnant, et de loin lors de la première étape, c'est Juho Hänninen. Meilleur temps entre Burzet et Saint-Martial. Meilleur temps aussi dans le premier passage à Saint-Bonnet-le-Froid. Le champion IRC 2010 repousse le reste du peloton à plus de 40 secondes. Oui, c'est une bonne journée. Pas de problème avec la voiture, pas d'erreur. On a choisi les bons pneus pour toutes les spéciales, je ne peux pas me plaindre. Ouais, un euphémisme, Hänninen a assommé la concurrence. Son coéquipier Yann Kopecky est à plus de 1 minute 18. Le champion de France, Brian Bouffier, avec un problème de différentiel arrière à plus d'1 minute 30. François Delecourt, lui, est à près de 2 minutes avec la 8e position pour le vainqueur 1994. Au Monte-Carlo, il y a aussi les amateurs et parmi eux 3 personnages particuliers, à commencer bien sûr par Daniel Elena, septuple champion du monde aux côtés de Sébastien Loeb. Le Monégasque évolue cette fois en tant que pilote avec le symbolique numéro 100 sur ses portières. Avant tout, je suis là pour prendre du plaisir, pour m'éclater. C'est une histoire de pote avec mon copilote Olivier, donc il n'y a pas besoin de plus de préparation, j'ai rien à prouver. Le but du jeu, moi, c'est de voir le port de Monaco déjà. Et on a beau culminer sur les pages de toutes les statistiques mondiales en rallye, on n'en est pas à l'abri d'une défaillance mécanique, problème d'embrayage pour le Monégasque. T'es pas branché. Ça va, Daniel ? Ah, on est là. Tony Jardine, lui, est présentateur télé de son état. Il découvre le Monte-Carlo avec l'objectif de se qualifier pour la nuit du Turini. Mais à Vals-les-Bains, pas de trace de son équipe d'assistance pour effectuer le choix de pneumatiques. Qu'importe, il continuera avec les mêmes gommes. Manuel Villas, et lui, est déjà régulièrement illustré en 2 roues motrices en IRC, mais cette fois l'Italien va rapidement déchanter. Abandon dans la spéciale numéro 2 à Burzet. No, che coglione, Belli, ma come si, Fin du premier acte et retour à Valence pour les 79 équipages rescapés. Les concurrents vont pouvoir souffler quelques heures avant de s'attaquer à 2 autres lieux mythiques du Monte-Carlo, la spéciale de Saint-Jean-en-Royans et le col de Gaudissart. Jeudi matin, début de la 2e étape du Monte-Carlo 2011 avec au menu une boucle de 2 spéciales qu'il faudra parcourir à 2 reprises. Et autant vous le dire tout de suite, cette journée du jeudi 20 janvier restera dans les annales. Largement au-dessus du lot durant la première étape, Juho Hänninen se présente à Saint-Jean-en-Royans avec 44 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant. Et le Finlandais remet le couvert, meilleur temps dans la spéciale numéro 5, puis 3e chrono au col de Gaudissart. Sur l'ensemble de la première boucle du jour, le champion IRC 2010 continue d'accroître son avance. Au fil des kilomètres, Peter Solberg fait connaissance avec sa nouvelle monture. L'ancien champion du monde ne concède que 2 dixièmes à Hänninen entre Saint-Jean-en-Royans et Fondurle, mais dans la foulée, il reprend 4 secondes au pilote Skoda dans la spéciale numéro 6, menant au col de Gaudissart. Au passage, Solberg s'empare de la 2e place au général. Le premier à faire les frais de la montée en puissance du Norvégien, c'est Freddy Loix. Clairement sur la défensive, le pilote belge va même faire une petite sortie de route dans la spéciale du col de Gaudissart. Il tombe au 3e rang du classement provisoire, à plus d'1 minute du leader.
En 4e position, Stéphane Sarrazin et Jacques-Julien Renucci sont crédités du 6e, puis du 4e temps. Le champion 2010 des Le Mans Series revient à moins de 2 secondes de la 3e place, occupée donc par Freddy Loix. En manque de sensations depuis le début de l'épreuve, Jan Kopecky souffre très largement de la comparaison avec son coéquipier Juho Hänninen. Le Tchèque va se faire violence et obtenir le 3e temps à fond d'hurle et progresse d'une place au général. Le voici 5e. Guy Wilkes effectue ses débuts au volant de la 207 S2000 et découvre aussi sa nouvelle équipe, Kronos. 6e du Monte-Carlo l'an passé avec une Skoda, le Britannique succombe à l'estocade de Kopecky et rétrograde à la 6e place du classement provisoire. Handicapé par un problème de différentiel arrière durant la première étape, Brian Bouffier et Xavier Panseri, l'équipage champion de France 2010, sont dans de meilleures dispositions pour la 2e étape. 4e temps à fond d'hurle, Bouffier enchaîne en signant le meilleur chrono au col de Godissart. Il revient alors à 2 dixièmes de Wilkes et à 6 dixièmes seulement de Kopecky, 5e du classement provisoire. Et devant donc confirmation, Hänninen 51 secondes 5 d'avance sur Peter Solberg, impressionnant. Après la première boucle, les concurrents reviennent à Valence pour un passage à l'assistance. Alors au-delà du traditionnel entretien des autos, la grande question du moment est de savoir quels pneus prendre pour la 2e boucle du jour. On annonce l'arrivée de la neige, le casse-tête pour les équipages commence. Il faut choisir les pneus et les bons pneus sous peine d'être en difficulté sur les spéciales. Jusqu'à présent, même si les routes sont toujours très difficiles, c'était plutôt assez humide ou givré, tandis que là, ils annoncent de la neige et la donne n'est pas du tout la même, parce que c'est une neige localisée, on ne sait pas où est-ce qu'elle va tomber, est-ce qu'on va avoir bon ou pas, donc c'est vrai que là, les paramètres sont beaucoup moins simples à gérer. Alors, neige ou pas neige et dans quelle quantité? C'est la course à l'information qui commence. Là, il faudra choisir dans 5 minutes les pneus. Et il ne faut pas non plus s'affouler neige, alors que c'est simplement, je dirais, de la neige fondue et que la route est mouillée, quoi. Mais ça va dans les deux sens. Donc, est-ce qu'il neige très fort? On essaye d'avoir les infos, d'appeler de tous les côtés. Il y a beaucoup d'intox et ça va être... Je crois que le rallye démarre vraiment. Et dans ce contexte, celui qui a le plus à perdre, c'est évidemment Juho Hänninen, leader au général. On l'a vu avec plus de 51 secondes d'avance sur le reste du peloton. Sa place d'homme fort du rallye est en danger. Dans ces conditions, 50 secondes d'avance, cela ne représente absolument rien. C'est comme si le rallye commençait maintenant, en fait. Rien n'est évident. On ne sait pas quel type de pneus il faut prendre et ça peut poser de gros soucis. Mais c'est très intéressant pour tout le monde. Et au final, on ne saura ce qui nous attend qu'une fois arrivé dans les spéciales. À la sortie de l'assistance, tout le monde s'interroge encore sur le choix des uns et des autres. Une certitude, des pneus slick aux pneus cloutés, toute la palette des pneumatiques est de sortie pour cette fin de journée. Et Peter Solberg a opté, lui, pour des gommes intermédiaires avec 2 larges entailles dans le sens longitudinal. Un choix qui va rapidement s'avérer être mal inspiré. Malgré son expérience et son talent, l'ancien champion du monde multiplie les figures acrobatiques. 13e temps à fond d'hurle, 25e chrono au col du Godissart suite à une crevaison. Peter perd 5 minutes en l'espace de 2 spéciales. En dépit des conseils de ses ingénieurs, Juho Hänninen a choisi de copier le choix de pneus de Peter Solberg. Une mauvaise idée, le Finlandais plonge lui aussi au classement. De la place de leader incontesté, il chute au 6e rang à 2 minutes 36 d'un nouveau leader. Mieux inspiré, Guy Wilkes a quitté Valence avec une 207 équipée de pneus neige. Le double champion de Grande-Bretagne remonte de la 6e à la 4e position au classement général. Pneu neige aussi pour Freddy Loix, 3e du classement provisoire avant l'arrivée de la neige. Le Belge est donc idéalement placé pour profiter de la déroute commune de Hänninen et de Peter Solberg. Occasion manquée, Freddy reste 3e du classement, derrière un duo de tête inédit.
À la sortie du parc d'assistance, les observateurs regardaient François Delecourt comme un extraterrestre. Le nordiste a pris le pari de partir avec des pneus cloutés et les chronos vont lui donner raison. Deuxième à Fondurle, Delecourt survole la spéciale du col de Gaudissart et remonte de la 8e à la 2e place du classement provisoire. Brian Bouffier fait lui le choix le plus rationnel. Parti en pneus neige, le champion de France a emporté 2 pneus cloutés dans son coffre. Avec les pneus neige, il atomise la concurrence en arrivant à Fondurle et avec ses pneus clous, il signe le 2e temps au col de Gaudissart. De la 7e position, Brian Bouffier bondit à une extraordinaire première place malgré une grosse frayeur. Ah, c'est vrai que c'était vraiment une journée sensationnelle dans mon département, la Drôme. Je crois que ça m'a porté chance. Et bon, on a eu vraiment du flair pour le choix des pneumatiques dans la 2e boucle. On s'en est très très bien sorti avec une prise. Enfin, on prend le leadership de la course dès maintenant, donc c'est super. Mais bon, malgré tout, il faut rester très très lucide. Le classement est bouleversé, voire même inversé en quelque sorte. Bouffier, 6e avant l'arrivée de la neige, se retrouve leader. François Delecourt a 28 secondes 7 de retard sur le français. Freddy Loix au 3e rang à 1 minute 06. Juho Hänninen, l'ancien leader, se retrouve à 2 minutes 36 du champion de France. Peter Solberg à 3 minutes 49. Nicolas Vouilloz à 5 minutes 31. Jan Kopecky est 9e. Tony Gardemaster 10e. Après l'abandon de Manuel Villa, Daniel Elena et Tony Jardine poursuivent, eux, leur parcours. Avec leurs 2 roues motrices et l'arrivée de la neige, le Britannique est un petit peu nerveux au moment de choisir son type de pneu. On annonce un petit peu de neige, il fait moins 7 degrés à certains endroits dans les spéciales, mais on doit conserver un bon rythme pour essayer de rentrer dans les 60 premiers. Être dans les 60 premiers au classement général pour participer à la nuit du Turini, c'est aussi l'objectif de Daniel Elena. Et dans ce contexte, on ne peut pas se contenter d'un choix sécuritaire en matière de pneus. Et pas de Sébastien Loeb cette fois pour prendre l'ultime décision. Daniel Elena doit se décider tout seul comme un grand. Le Monégasque qui va plutôt bien s'en sortir. Le problème, c'est qu'au terme de cette 2e étape, il est encore 70e du classement général. Il ne lui restera plus que la spéciale numéro 9 pour gagner les 10 positions nécessaires pour participer à la fête. Mauvaise pioche en revanche pour Tony Jardine, il a opté pour des pneus slick et sur la neige, c'est mission impossible pour le Britannique qui abandonne avant la spéciale de Gaudissart. C'est ainsi que se termine une journée mémorable dans l'histoire du Monte-Carlo. Il reste alors 5 spéciales à négocier, dont 2 passages au col de Turini. Avant de rejoindre Monaco, les concurrents du 79e rallye Monte-Carlo doivent négocier la spéciale de Montauban sur Louvèze. Retour dans des conditions sèches et 4e temps pour Peter Solberg qui reste 7e au général. Un secteur dominé par Stéphane Sarrazin. Un 2e scratch pour le Français qui veut monter sur le podium. Le 3e temps revient à Guy Wilkes et le 5e à Freddy Loix qui veut lui aussi monter sur le podium et notamment il vise la 3e place de ce classement provisoire. François Delecourt lui souffre de nouveau avec le 10e chrono et puis le 8e temps seulement pour Brian Bouffier, gêné par une roue de secours un petit peu baladeuse dans le coffre de sa 207. Le champion de France 2010 conserve l'avantage, on le voit, même son avance s'est accrue, 39 secondes 7 sur un François Delecourt qui voit revenir sur ses talons Freddy Loix, Guy Wilkes et même dans une certaine mesure Stéphane Sarrazin. On s'attaque donc à la nuit du Turini. On revient en fait tout près de chez un certain Nicolas Vouilloz qui a décidé de s'offrir la spéciale du Turini en guise de lot de consolation. Mission accomplie pour l'ancien champion de l'IRC. Meilleur temps dans la spéciale numéro 10. Il finira 7e du classement général.
Ravi et frustré à la fois, François Delecour a prouvé qu'il a gardé à 48 ans un mental de jeune homme. Le vainqueur 94 va beaucoup souffrir durant cette nuit du Turini et surtout, il va perdre la 2e place, même descendre du podium pour finir 5e. Mais quel spectacle! Est-ce qu'il y a eu un problème avec la voiture? Non, non, aucun problème. La frustration partagée aussi par Stéphane Sarrazin qui a bien lui aussi décidé de faire claquer un chrono dans cette spéciale et dans cette nuit du Turini. Mais le Français va connaître un souci de boîte de vitesse dans le secteur numéro 11. Une boîte de vitesse bloquée sur le 4e rapport. Impossible de progresser davantage dans la hiérarchie. Il reste 5e du général. Je n'ai plus de boîte de vitesse, je suis en 4e. Depuis combien de kilomètres? C'est incroyable, il ne me reste plus qu'un seul rapport. Heureusement, les mécaniciens de chez Peugeot vont changer la boîte de vitesse de l'auto de Stéphane Sarrazin et lui permettre donc de disputer les 2 dernières spéciales et de remporter les 2 dernières spéciales du parcours de ce centenaire. Fin d'épreuve plus délicate pour Guy Wilkes qui ne pourra pas résister au retour de Sarrazin. Il passe tout de même devant Delecour et s'il obtient le droit de monter sur le podium, c'est grâce à la décision de Peugeot de faire prendre volontairement une pénalité à Stéphane Sarrazin pour favoriser Guy Wilkes qui dispute lui le championnat IRC. Comme en 2009, Freddy Loix finit 2e. Le Belge a lui aussi pris l'avantage sur Delecour mais n'a pas pu revenir sur Bryan Bouffier. Il termine meilleur représentant de l'équipe Skoda à 32 secondes et 5 dixièmes du vainqueur. Bryan Bouffier et Xavier Panseri ont dû aller jusqu'en Pologne et enchaîner 3 titres polonais de champion des rallyes pour s'aguerrir. Il y a quelques semaines, les 2 hommes remportaient leur premier titre de champion de France. Ils n'ont pas tremblé durant les 80 derniers kilomètres de spécial et s'offrent ainsi le plus grand succès de leur carrière. Le tout sous le regard des instances dirigeantes du groupe PSA. Un succès qui récompense l'abnégation et la fidélité. Ça a été vraiment une course très longue et pleine de rebondissements. Au début, sur le papier, on n'était pas les plus rapides. Et puis hier, il y a eu un petit turnover avec un très bon choix de pneumatiques. Et aujourd'hui, c'était loin d'être facile. Il fallait garder le leadership. Les autres derrière poussaient malgré tout très très fort avec des spéciales plutôt piégeuses comme toujours. Voilà, c'est un grand travail d'équipe et Peugeot a fait du super boulot. Bryan Bouffier qui s'offre donc cette édition du centenaire du rallye Monte-Carlo et qui est rejoint sur le podium par Freddy Loix et par Guy Wilkes. A signaler que Wilkes occupe cette 3e position suite à la pénalité prise volontairement par Stéphane Sarrazin pour permettre aux Britanniques de monter sur ce podium. Et puis disparition de Peter Solberg, victime d'une casse d'alternateur dans la dernière liaison. Bryan Bouffier et Xavier Panseri. Samedi, donc, le podium avec la remise des récompenses par le prince Albert II de Monaco et ce trophée qui trônera désormais dans le salon de Bryan Bouffier et de Xavier Panseri. Au championnat, le Français prend évidemment la tête puisqu'il s'agissait de la manche d'ouverture de l'Intercontinental Rally Challenge millésime 2011 avec le nouveau système de points. 25 points pour Bryan Bouffier, 7 de plus que pour Freddy Loix. Guy Wilkes donc au 3e rang devant Sarrazin, Delecour, Anninen, Solberg, Vouilloz, Kopecky et Basso ainsi que Tony Gardemeister. Du côté du classement des constructeurs, le duel reprend entre Peugeot et Skoda. La firme tchèque avait triomphé l'an passé. Et bien à l'issue de cette première épreuve, c'est Peugeot qui pointe en tête avec 14 points d'avance sur le constructeur tchèque. En 2 roues motrices aussi, le scénario a été fabuleux. Pierre Campana s'impose après avoir perdu 2 minutes durant la première étape suite à une crevaison. Il devance Michael Bury, Renaud Poutot
Éric Moffret et un certain Adrien Tambay, fils de Patrick, qui débutait sur le Monte-Carlo et qui obtient donc la 5e place à l'arrivée. Mais alors quel festival de Pierre Campana, le Corse, qui s'impose après une remontée fantastique. Du suspense en revanche. Du côté des Groupen, il n'y en a pas eu tant Florian Gaunon a dominé son sujet. Le Suisse qui a notamment signé un détonnant 3e temps dans la spéciale du col de Gaudissart. Il termine même 13e du classement général. Un succès bienvenu pour Subaru qui a profité de ce Monte-Carlo pour annoncer l'arrivée d'une nouvelle Impreza éligible au règlement des R4. George Donaldson nous explique en quoi consiste cette nouvelle auto. La nouvelle R4 sera nettement plus légère, près de 80 kg de moins, et sera très largement modifiée au niveau des suspensions. Cela devrait améliorer la réactivité de l'auto. Nous espérons gagner environ 1 seconde au kilomètre. Et puis il y aura plus de débattement au niveau des suspensions. Surtout, elle sera plus fiable, plus facile à exploiter pour les pilotes, plus réactif parce que le châssis sera sensiblement plus léger. Le but, c'est de redonner un coup de fouet à cette auto sur son marché et nous voudrions voir plus de Subaru sur les épreuves de l'IRC. Nous avons donc prévu d'engager notre propre structure cette année avec l'aide d'un nouveau partenaire pour aider quelques nouveaux pilotes. Et Subaru qui annonce des coûts d'exploitation extrêmement réduits, 1/3 par rapport à une S2000, l'homologation qui est prévue pour intervenir durant le courant du mois de mars. Alors comme c'est désormais de tradition, à l'issue de chaque épreuve de l'Intercontinental Rally Challenge, un jury s'est réuni pour attribuer une récompense, le Colin McRae Trophy, pour récompenser le pilote qui a fait la preuve du plus grand esprit de compétition durant cette épreuve. Et bien ce trophée revient à l'issue de ce Monte-Carlo 2011 à Juho Hänninen, irrésistible en début d'épreuve et notamment lorsque les spéciales étaient sèches. Le Finlandais qui s'est ensuite fait piéger par l'arrivée de la neige, mais son pilotage et surtout son attitude alors que la course lui échappait sont restés exemplaires. Juho Hänninen qui termine donc 6e, on lui souhaite bon vent pour la suite de sa carrière puisqu'il ne fera pas l'intégralité de l'IRC cette saison. Alors avec l'annulation de l'épreuve en Argentine, il faudra patienter durant de longues semaines avant la prochaine épreuve de l'IRC. Ce sera direction les Canaries, la 2e manche qui interviendra du 14 au 16 avril prochain. On se quitte avec quelques-unes des plus belles images de ce Monte-Carlo du centenaire, une édition dont on se souviendra peut-être encore dans 100 ans, qui sait, l'histoire le dira.